Ce balado est une présentation de Démocratique. C'est la référence en logiciel de mobilisation politique. Identifiez les électeurs, gérez vos bénévoles et vos donateurs et bénéficiez d'un module avancé de communication. Allez vers la victoire en visitant démocratique.org/logiciel. Démocratique avec un K. démocratique.org/logiciel. Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Aujourd'hui, aux engagés publics, je suis en compagnie de Sylvain Gaudreault, député de Jonquière. Sylvain, tu t'es lancé dans la course à la chefferie lundi. On va en parler, évidemment, ça nous intéresse beaucoup. Mais avant, comme tu le sais, aux engagés publics, on cherche à comprendre qui est la personne, on dit la personne normale derrière le politicien. Donc, parle-nous de toi, s'il te plaît, Sylvain, qu'on apprenne à mieux te connaître. Bon, voilà. Alors, bonjour. D'abord et avant tout, ça me fait extrêmement plaisir d'être ici, dans un endroit que j'affectionne. Alors, si vous entendez des petits bruits de café, là, on est, je ne veux pas faire de la publicité outrancière, mais on est au Bonnet d'Âne, sur la rue Saint-Jean, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Moi, j'habite tout près. Alors, c'est un endroit que j'affectionne particulièrement. Je viens souvent, soit pour des déjeuners, des rencontres, et ma vie à Québec se déroule beaucoup autour de la rue Saint-Jean, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Moi, je me suis donné une règle en arrivant en politique, c'est ABGA, Anywhere but Grande Allée. Alors, j'essaie le moins possible d'être sur Grande Allée parce qu'il y a beaucoup de gens du politique et de la politique et des médias. J'aime mieux fréquenter des lieux comme ici sur le Bonnet d'Âne. Donc, voilà. Qui je suis, c'est une question un peu large. Commence au début. Ouais, ben c'est ça. Alors, je suis né un 8 juillet en soirée en 1970, donc je vais avoir 50 ans l'an prochain. Moi, je suis né à Chicoutimi. Alors, je suis une greffe qui a pris à Jonquière, parce qu'il y a beaucoup de rivalité entre Chicoutimi et Jonquière, mais j'étais associé, si on veut, à Jonquière, parce que j'y enseignais au cégep, donc ça a permis de développer une appartenance puis une relation étroite avec les gens de Jonquière, de sorte que j'ai été élu député en 2007 dans la circonscription de Jonquière. Sinon, sur le plan académique, j'ai fréquenté le cégep de Chicoutimi en sciences humaines sans maths, qu'on disait à l'époque. Alors, on est souvent, malheureusement, il y avait beaucoup de préjugés. On passait un peu pour des losers, mais moi, j'y allais vraiment parce que j'étais plus attiré par les sciences sociales, sciences humaines, histoire, sociaux, politique, etc. J'ai fait un premier bac en histoire à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, je m'identifie d'abord comme un historien de formation, un historien aussi sur ma manière d'appréhender le monde. Ma grille d'analyse est souvent une grille d'analyse basée sur l'histoire ou les références historiques. Donc, j'ai une formation d'abord d'historien. Ensuite, je suis venu ici à l'Assemblée nationale à Québec comme stagiaire de la Fondation Jean-Charles Bonenfant, qui est une fondation qui permet, pendant 1 an, à des finissants dans des disciplines de sciences sociales, sciences humaines, de connaître de près le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Alors là, on parle de 1992-93, lors du référendum de Charlottetown. C'est là que tu as pris la piqûre pour la politique? Non, je l'avais déjà. Mais juste avant, juste pour terminer ma formation, après mon stage à l'Assemblée nationale, j'ai fait mon droit. Alors, j'hésitais à savoir si j'allais poursuivre aux études supérieures en histoire, mais finalement, j'étais attiré par le droit, puis je voulais gagner ma vie aussi. Puis à l'époque, il y avait plus de possibilités en droit qu'en histoire, disons. Donc, j'ai fait le droit, mais j'ai pas pratiqué. Merci, madame. Merci pour le café. Merci. Donc, j'ai été étudiant en droit et j'ai fait le barreau, mais j'ai jamais pratiqué la vie de bureau d'avocat, la pratique du droit. C'était pas vraiment pour moi, en tout cas à cette époque. Donc, j'ai bifurqué vers l'enseignement
en arts et technologies des médias. On a un programme spécialisé, unique. ATM. Oui, c'est ça. Ouais. ATM au Cégep de Jonquière qui forme des journalistes, des techniciens en communication, des gens en publicité, des gens de radio, etc. Et j'ai enseigné des cours d'actualité. Donc, avec le profil que j'avais, histoire et droit, ça donnait un bon bagage, je dirais, pour enseigner les cours d'actualité, la compréhension du monde, l'actualité internationale, l'actualité nationale. C'est peut-être plus là que ça vient, le goût justement de la vie publique puis de la politique? Non, je l'avais, c'est ça. On va finir par le trouver. On va finir par le trouver. Alors, pour ça, il faut retourner un peu plus en arrière. Déjà au cégep, même au secondaire, j'ai toujours été attiré par comment je pourrais dire, l'importance de lutter pour améliorer le monde qui nous entoure. C'est aussi simple que ça a l'air un peu naïf, un peu lyrique, mais c'est ça. Je veux dire, moi, au secondaire, j'ai commencé à m'impliquer dans des groupes en lien avec la pastorale, qu'on appelait à l'époque dans les polyvalentes, mais pas d'un point de vue religieux ou d'un point de vue un peu extatique ou de vente de cartes de membres de la religion. Là. Au contraire, c'était vraiment un engagement social. Entre autres, l'ouverture sur le monde, etc. Donc, quand je suis arrivé au cégep, cette importance de l'engagement social s'est poursuivie. Puis là, je me suis dit, on ne peut pas vouloir changer le monde ou améliorer le monde sans rien faire. Et pour moi, la politique est devenue alors l'outil pour ça. Puis j'avais deux priorités, l'indépendance du Québec et la lutte pour une plus grande justice sociale. Donc, pour moi, le parti qui correspondait le mieux à ces valeurs était le Parti québécois. Et j'ai pris ma carte de membre en novembre 87, en même temps que René Lévesque est mort, c'est un hasard. J'ai milité au Parti québécois depuis ce temps-là sans arrêt. Pourquoi l'indépendance était quelque chose, ou est plutôt quelque chose d'important pour toi? Ben, pour moi, l'indépendance, c'est pas une fin en soi, c'est un outil pour améliorer le monde, justement. Déjà à l'époque, à la fin des années 80, début des années 90, mais encore aujourd'hui, pour moi, l'indépendance est une manière d'avoir tous nos outils, tous nos moyens pour aller plus loin comme société et pour bâtir un pays qui nous ressemble, qui est original dans le monde. D'ailleurs, il y a comme une boucle qui se boucle avec mon annonce d'hier sur ma candidature pour le leadership, parce que j'ai parlé de ça. J'ai parlé d'un pays qu'on a à construire. Je pense qu'il y aurait un modèle différent à proposer à l'échelle internationale, qui sera un pays vert, qui sera un pays qui fait de la lutte contre les changements climatiques, un projet de société, et qui, en soi, par son acte fondateur de devenir un pays, d'intégrer l'ONU, sera un geste de confiance à l'égard de l'avenir de la planète. Alors qu'il y a des gens qui se questionnent à savoir s'ils vont avoir des enfants, tu sais, à cause de l'environnement et du réchauffement climatique, ben, collectivement, de mettre un pays au monde, c'est un acte de confiance envers la planète. Et pour moi, ça vient rejoindre profondément les valeurs premières de mon engagement politique. Et pourquoi tu avais choisi le PQ? Ça te semblait être le meilleur véhicule pour accéder à l'indépendance? Ah oui, clairement. Faut dire qu'on est à la fin des années 80. Dans ma région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand on voulait faire de la politique, le vrai défi était de gagner l'investiture du Parti québécois à l'époque. Parce que, écoute, je me souviens de députés comme Francis Dufour à Jonquière, John Blackburn à Chicoutimi, qui remportaient les élections avec 10-12 000 de majorité. Je veux dire, c'était incroyable, là. Donc, je trouvais qu'à ce moment-là, puis je trouve toujours, que le Parti québécois était le meilleur véhicule, à la fois pour l'indépendance, mais aussi pour la justice sociale, en raison de ses engagements, en raison de ses valeurs profondes qui animaient ce monde-là. Le fait que c'est des militants, c'est pas un parti qui est motivé par des intérêts personnels ou qui est motivé par une gestion ordinaire des affaires publiques. C'est un parti qui a des valeurs
qui va au-delà de ça et qui réunissent des gens qui ont un but commun, des gens plus au centre, des gens plus à gauche, mais dont le but est de faire du Québec un pays. Alors ça, c'est la définition même du militantisme. Comme tu te présentes pour être chef du Parti québécois, si ta campagne va bien, si tu es élu, si tu vas chercher la confiance des membres, tu vas avoir plusieurs défis. Puis je t'écoute, puis le premier défi qui me vient en tête en t'écoutant, c'est quelle est ta lecture de la situation actuelle du Parti québécois? Pourquoi le Parti québécois attire moins qu'à l'époque que tu nous viens de nous relater? Il y a plusieurs raisons. Je pense que les attentes ont toujours été plus élevées envers le Parti québécois qu'envers les autres partis. Puis je ne le dis pas pour comme s'excuser de quoi que ce soit, mais c'est sûr qu'étant un parti de militants qui a toujours présenté nos valeurs politiques comme étant le moteur de notre action, la justice sociale, justement, des valeurs où l'État a un rôle important à jouer. On a créé beaucoup d'attentes dans la population. Puis, à partir du moment où on gère l'État, où on est aux commandes du gouvernement, c'est sûr que parfois ça crée des insatisfaits. Et on le pardonne difficilement au PQ, ça. Puis on pourrait donner de multiples exemples à cet égard. Ça, c'est une chose. L'autre élément, avec le temps, la coalition historique au sein du Parti québécois s'est effritée à gauche et au centre. Il y a des gens qui sont allés à QS, il y a des gens qui sont allés à la CAQ, de sorte que on est écartelé à la fois à gauche, à la fois au centre, et même un peu à droite, mais on est écartelé là-dedans. Donc, le grand défi qu'on a, c'est de recréer cette coalition. Moi, je ne m'adresse pas aux extrémistes ou aux radicaux des deux bords. Moi, je veux recréer cette coalition de gens plus centre-gauche et centre, mais dont le dénominateur commun est l'indépendance du Québec. Donc, l'indépendance devient un élément prioritaire à travailler dans le contexte de cette stratégie-là, de cet objectif-là. Bien évidemment, l'indépendance est prioritaire. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'on l'a délaissé par le passé. Ça fait assez longtemps que je suis dans ce parti, ça fait assez longtemps que je suis député pour savoir que tous les chefs étaient des ardents indépendantistes. Il y a toutes sortes de conjonctures qui peuvent expliquer la situation, qui peuvent expliquer que l'indépendance a perdu de son attrait dans l'opinion publique. Ça ne veut pas dire perdre de sa pertinence. Moi, je pense que c'est encore plus pertinent qu'avant, mais qui a perdu de son attrait pour toutes sortes de raisons. On a été pris aussi comme gouvernement du Parti québécois à gérer les finances publiques, avec Lucien Bouchard, entre autres. On est très hyperactifs, les membres du Parti québécois, quand nous sommes au gouvernement. Tu sais, on veut faire des réformes, on veut que les choses bougent. Donc, tout ça fait en sorte que, peut-être, l'indépendance se trouve noyée dans d'autres choses, mais tout ça pour dire qu'il faut aujourd'hui le réactiver. Et l'autre élément aussi qui n'est pas négligeable, il faut quand même reconnaître que celui qui contrôlait l'agenda depuis 15 ans, presque sans interruption, c'était le Parti libéral. Puis le Parti libéral de Jean Charest, puis encore plus avec le Parti libéral de Philippe Couillard, avait rejeté toute revendication nationaliste. Contrairement à Bourassa, contrairement à Daniel Johnson, fils, contrairement même à Claude Ryan dans les années 80, ou même, surtout, contrairement à Claude Ryan, qui était très nationaliste. Donc, le Parti libéral de Philippe Couillard, le Parti libéral de Jean Charest, a rejeté toute revendication nationaliste. Donc, l'enjeu de la question nationale s'est retrouvé relégué aux oubliettes. Et quand on est dans l'opposition, c'est plus difficile d'attirer l'attention, c'est plus difficile de prendre le contrôle de l'agenda. Donc, je pense que c'est une des raisons qui explique le fait que là-dessus, les fédéralistes ont gagné beaucoup de points parce qu'ils ont réussi à écarter l'importance de la question nationale en mettant sous le tapis et même sous le sous-tapis les revendications du Québec.
En ce moment, on voit revenir un peu ces préoccupations-là nationalistes. À ce moment-là, en fonction de la lecture que tu nous fais, ça serait une bonne chose pour le retour du Parti québécois à l'avant-scène? Ben, je pense que oui. Évidemment, je ne suis pas un caquiste. Évidemment, je ne partage pas l'orientation de la CAQ sur plein de volets, puis on pourrait en discuter des heures. Mais je reconnais au moins une chose, c'est qu'il réhabilite, il au pluriel, les membres du gouvernement de la CAQ, il réhabilite l'enjeu de l'intérêt national par des revendications sur le plan de l'environnement, sur le plan de la santé, sur le plan de l'immigration, sur le plan de la laïcité, un certain nationalisme économique qui est plus timide qu'on croyait, mais quand même. Sauf que toutes ces revendications-là se butent à un mur du fédéral, à un mur. Donc, moi qui est issu des années 90 comme militant, j'ai l'impression, j'ai plus que l'impression, j'ai la conviction que Bourassa, justement, c'est un beau lapsus, que Legault, François Legault, est un Bourassa 2.0, littéralement. Bon, avec des enjeux d'aujourd'hui qu'on n'avait pas dans les années 90, mais sur le plan des revendications, la CAQ, finalement, ils n'ont pas pris de la place du Parti québécois. La CAQ prend la place du Parti libéral des années 90. Est-ce que tu crois que cet axe-là, qui semble s'être déplacé, donc je parle de l'axe souverainiste fédéraliste, pourrait redevenir l'axe... Ce que je disais, c'est que ça semble être vraiment déplacé maintenant entre l'axe gauche-droite, quand on voit un peu la place que QS occupe par rapport à la CAQ. Est-ce que tu penses que l'axe souverainiste fédéraliste pourrait redevenir l'axe qui mobilise les gens? Je pense que oui. Moi, je pense que oui. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas dire est-ce que ça va être dans 10 ans, est-ce que ça va être dans 5 ans, est-ce que ça va être dans 2 ans. Mais cet axe-là, il sera là. Puis il va revenir à l'avant-plan. Parce que la question n'est pas réglée. La question nationale n'est pas réglée. La question nationale est toujours latente. Tu sais, je vais faire une comparaison là, qui fait référence à ma vie privée. Bon, moi, je suis homosexuel, c'est connu. Puis c'est comme si j'avais jamais fait mon coming out. T'sais. Fait que la question nationale est là. Puis il faut l'affirmer. Puis l'indépendance, il faut l'affirmer. T'sais. Puis tant qu'on le fera pas, c'est latent, on n'est pas sûr, on essaye de se cacher un peu, comme le coming out. Puis j'en parle avec mon expérience personnelle parce que pour moi, à partir du moment où je me suis affirmé comme gay, ben, ça a été dans ma vie privée une libération, puis un poids de moins sur mes épaules. Bon, je ne veux pas alourdir la discussion en faisant référence à ma vie privée, c'est une métaphore que je prends. Alors, cette question nationale, elle est là, elle est présente, on l'échappera pas, on s'en sortira pas, et elle va revenir à l'avant-plan, j'en suis persuadé, et c'est à nous de se saisir de ça. Donc, le Parti québécois est en reconstruction. Il y a cet axe-là qui demande à revenir. Je trouve ça très intéressant, cette notion-là de dire c'est pas réglé, c'est latent, c'est l'éléphant dans la pièce. On va devoir le régler un jour. Mais à ce moment-là, est-ce que ça fait pas de toi, comme potentiel chef du Parti québécois, un chef de transition vers un gouvernement? Donc, autrement dit, es-tu prêt, toi, puis c'est une question... Es-tu prêt, toi, à sacrifier ton tour de chefferie comme chef, à reconstruire le parti plutôt qu'à reprendre le pouvoir? Est-ce que c'est une chose que tu envisages? Est-ce que tu penses que ça pourrait n'être que ça, que le prochain chef du Parti québécois sera là pour assurer une reconstruction sans trop d'espoir de reprendre le pouvoir? Écoute, une chose que je retiens de ma vie politique, c'est que c'est très, très, très risqué de prédire l'avenir. Okay? L'année passée, là, tu m'aurais dit combien de députés le Bloc québécois va faire élire.
Je t'aurais dit, écoute, même pas sûr qu'ils vont garder les 10 qu'ils ont. Là. Puis ils en ont 32 aujourd'hui. Bon. Fait que je sais pas, est-ce que je vais être un chef de transition si je suis élu? Puis, dire, moi, je suis là de bonne foi pour gagner et pour faire gagner le Québec et pour avancer. Puis je suis pas là parce que je me dis je serai pas là longtemps. Je suis pas du tout dans ce calcul-là, un peu politique fiction. Moi, j'ai souvent entendu des scénarios de chefs intérimaires, pas de chefs intérimaires, mais de chefs de transition. J'ai souvent entendu ça. Puis, tu sais, je me souviens, lors de la course au leadership de 2015, les gens qui appuyaient Pierre-Carl Pellado, c'est lui qui va nous conduire au pays, tout ça. Finalement, c'est lui qui était un chef de transition, tu sais. Je veux dire, et Jean-François aussi. Donc, bien présomptueux, celui ou celle qui est capable de prédire l'avenir en politique. La seule chose, c'est que il faut avoir, c'est un peu paradoxal, mais il faut avoir une vision d'avenir, mais travailler dans le présent avec ce qu'on a. Donc, moi, ma vision d'avenir, c'est de gagner, c'est de propulser le Québec dans le concert des nations à l'ONU avec un projet de pays vert, puis je m'organise pour que ça marche. Maintenant, s'il arrive des accidents de parcours, s'il arrive d'autres choses, il y arrivera, puis on y gérera à ce moment-là. Mais moi, je ne suis pas dans un scénario où je dois déjà me positionner comme étant peut-être un chef de transition ou pas. Non, moi, si je me suis présenté à la chefferie, puis si je l'ai annoncé hier, c'est parce que j'ambitionne d'être le chef puis de faire gagner le Parti québécois. Donc, la course commence. T'es le premier à démontrer son intérêt, à se lancer carrément. Pourquoi les membres devraient t'élire comme chef? En quoi tu penses que tu es le mieux placé pour diriger le parti? Crédibilité. Capacité de livrer la marchandise. Hier, dans ma circonscription, je parlais de la méthode Godreau, là, parce qu'elle a marché à Jonquière, elle marche encore. J'ai le goût de l'exporter. Elle a marché quand j'ai été ministre des Transports et des Affaires municipales dans le gouvernement de Mme Marois. Essentiellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une capacité de rassembler, d'écouter, d'aller au-devant des gens, de rapprocher les partis adverses, en apparence, pour trouver des dénominateurs communs, pour être capable de trouver des solutions, puis de livrer la marchandise. Ça, c'est de la crédibilité. Alors, puis je dis ça humblement, là, mais je pense que j'ai ça. Puis si je pense que je l'ai, c'est parce que je me l'ai fait dire souvent. Donc, moi, c'est ce que j'ai à offrir. Je n'ai pas la prétention d'être un sauveur, je n'ai pas la prétention d'être un messie. Je pense même qu'à l'intérieur du Parti québécois, on a trop cherché de sauveur puis de messie dans le passé. J'ai juste la prétention de dire voici ce que vous avez. Et moi, j'ai toujours livré les mandats que j'ai eus, je les ai faits honnêtement. J'ai livré la marchandise. Je connais ce parti-là comme le fond de ma poche. J'ai des alliés. Je suis capable de rassembler. Puis, je pense que c'est de ça qu'on a besoin. Puis, en plus, je propose une vision qui est celle d'être un pays vert et qui va avoir comme projet aussi de lutter contre les inégalités sociales. Tu es identifié comme le député du Parti québécois, le député de l'environnement. Je pense que tu t'en es conscient. Ça semble une thématique récurrente, constante chez toi. Ça semble très important. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est un thème si important pour toi? Parce que si on est en politique présentement et on ne se préoccupe pas de l'environnement, là, puis de la lutte contre la crise climatique, je ne sais pas ce qu'on fait en politique. Moi, franchement, là. Puis moi, j'ai eu comme un déclic là, à l'époque où j'étais ministre. Je veux dire, déjà avant, j'étais quand même préoccupé par les enjeux environnementaux, mais quand j'étais ministre, là, ça a été encore plus fort. C'est à l'époque aussi, souviens-toi, 2012, 2013, où les premiers rapports importants du groupe international sur les experts du climat là, de l'ONU, le GIEC, a sorti les rapports les plus alarmants sur l'impact du réchauffement climatique sur les populations les plus vulnérables notamment. Et que si on ne fait rien, on s'en va vers le mur, qu'il y a des... Je me souviens de l'ONU qui avait lancé un appel pressant à tous les élus de la planète pour se prendre en main.
Alors moi, je ne pouvais pas rester indifférent à ça. Je me disais, hey, moi, je suis ministre, là, un des ministres avec les dossiers les plus importants dans un gouvernement. Puis j'entends pas ça. Non, ça se peut pas, là. Je suis en politique pour changer les choses. C'est la raison fondamentale de mon engagement. Alors, il faut que je me mobilise. Et depuis ce temps-là, ça ne m'a pas lâché, puis même, ça a augmenté. Donc, c'est une question de responsabilité. Moi, là, je ne sais pas quand est-ce que je vais quitter la politique. Mais le jour où je vais quitter la politique, je vais être capable de me regarder là, dans le miroir et dire, sur l'enjeu le plus important de la planète, j'aurai tout fait. Je vais dormir l'esprit tranquille, puis je vais pouvoir dire, regarde, le temps que j'étais en politique, en tout cas, j'aurai pas de regrets. Moi, je suis pas le genre de gars à avoir des regrets. Puis sur cet enjeu-là, particulièrement, je veux pas en avoir. Fait que c'est pour ça que je suis hyper engagé là-dedans. Puis c'est avec vraiment beaucoup de conviction que je le fais. Puis en plus, là, parce qu'il y a bien du monde qui me disent « Ah, Sylvain, il faudrait peut-être que tu lâches un peu ça pour aborder d'autres sujets puis montrer que tu connais d'autres choses. » Oui, je suis bien d'accord. Mais en plus, là, l'environnement, je trouve que de plus en plus, c'est même plus un discours écolo, c'est un discours économique. Parce que laisser aller les choses, là, ben, c'est des millions de dollars en finances publiques qu'on doit consacrer pour, par exemple, reconstruire des villes comme Sainte-Marthe, là, pas Sainte-Marthe, mais sur le lac, là. Sainte-Marthe, c'est ça. Sainte-Marthe sur le lac. Ouais, même Sainte-Marie en ce moment. Sainte-Marie en Beauce, Sainte-Marthe sur le lac, Vaudreuil, Dorion, qui a eu beaucoup d'inondations et qui en ont à répétition. C'est des dollars en sécurité publique et en reconstruction d'infrastructures. La route 132 qui longe la Gaspésie puis la 138 sur la Côte-Nord qui s'effondre à cause de l'érosion des berges, là. Ben, moi, j'ai été ministre des Transports. Là. Une route comme ça, c'est au moins 3-4 millions du kilomètre. Fait que s'il en tombe 100 km à l'eau, là, ben, c'est 300-400 millions pour reconstruire la route. Ça, c'est des finances publiques, c'est de l'économie. Puis la plus grande croissance économique présentement se fait dans le secteur de l'économie verte, des technologies vertes et de l'efficacité énergétique des énergies renouvelables. Donc, c'est là que se fait la plus grande croissance d'emploi, la plus grande croissance économique. Je veux dire, c'est même plus un discours écolo, c'est un discours économique. Fait que tu vois ça comme une opportunité. Ben, c'est une opportunité, mais pas d'un point de vue opportuniste. C'est une opportunité... essentielle, nécessaire. Ben oui. Puis même, c'est un discours aussi de santé. Les changements climatiques ont un impact sur les personnes les plus vulnérables. Il y a une augmentation incroyable des maladies pulmonaires à cause de la pollution atmosphérique. Les personnes les plus vulnérables sont victimes des îlots de chaleur dans les centres-villes. Donc, c'est un enjeu de santé, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu même de cohésion sociale, parce que la transition nécessaire, écologique et énergétique, va entraîner des changements dans le marché du travail et dans la main-d'œuvre. Dernièrement, j'entendais des discours qui disaient que le Québec avait plus d'impact positif au point de vue environnemental au sein du Canada qu'indépendant. Est-ce que c'est une réflexion sur laquelle tu as envie de réagir? Ça dépend à quelle échelle qu'on le prend. En disant, par exemple, que l'influence du Québec sur, par exemple, l'exploitation des sables bitumineux pouvait justement amener comme résultat de réduire cette exploitation-là. C'est un peu tiré par les cheveux, puis un grand écart. Mais j'étais curieux de t'entendre à savoir l'efficacité environnementale du Québec comme pays. Ça, c'est un sujet que je trouve intéressant. Selon toi, on en est où par rapport à ça? Bien, moi, mon ambition, c'est que le Québec n'ait pas juste l'influence au sein du Canada en matière d'environnement, qu'il ait une influence à l'échelle planétaire. Puis je suis sûr qu'on est capable de le faire, parce que la bonne nouvelle, c'est que les solutions existent pour régler la question du changement climatique, ou à tout le moins de l'atténuer. Puis le Québec est le champion de ces solutions-là. Je veux dire, en énergie renouvelable, on est des experts. On attend juste là, de les mettre
à travers le monde. Puis sur le plan canadien, moi je pense que c'est plutôt l'inverse, parce qu'on a énormément de pression pour faire passer un pipeline, ou on a énormément de pression pour faire passer un gazoduc pour exporter le gaz de l'Ouest. Maintenant, je pense qu'un Québec indépendant, au contraire, pourrait s'affirmer et dire non, ton gazoduc, là, cher premier ministre albertain, il ne passera pas à la frontière du Québec, point. On ne pourra pas invoquer un projet interprovincial du fédéral pour le faire passer. Alors, je pense qu'au net, c'est beaucoup plus intéressant sur le plan de l'environnement. Puis à l'échelle mondiale, ceux qui me disent, parce qu'on l'entend souvent, écoute, à côté de la Chine, là, qui produit et qui pollue bien plus que le Québec, on est une mini goutte d'eau dans l'océan. Faux, parce que si tu le regardes par tête de pipe ou per capita, on est des grands consommateurs et des émetteurs de CO2 par personne, là, bien plus que le Chinois moyen. Là. Donc, chacun a sa part à faire. Puis ça, c'est comme si tu disais, mon voisin fait du bruit, puis ça dérange tout le voisinage. Donc, au lieu de réduire le bruit, je vais en faire aussi, moi. Tu sais, veut dire, ça ne tient pas comme logique, là. Donc, il faut que tout le monde fasse sa part dans ce grand défi planétaire, incluant le Québec. Tantôt, tu faisais état d'appui, tu disais que tu avais cette capacité-là à unir. On voit que tu as déjà des collègues députés qui sont derrière toi dans le cadre de la course. Est-ce que tu peux nous confirmer qui est derrière toi en ce moment? Bien, dans le caucus, j'étais très, 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 très content, fier, ému de voir que les deux recrues m'appuient. Ça, c'est Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine, et Mégane Perry-Melançon, députée de Gaspé. Écoute, Mégane, elle représente l'avenir du parti. Là. Elle n'a pas encore 30 ans. Joël a été élu l'année passée. Donc, les plus récents députés à joindre le caucus disent, ben nous, là, on veut continuer notre vie politique avec Sylvain comme chef. Il me semble qu'il y a un signal là, important. Parce qu'ils ont constaté depuis 1 an qu'on était capable de travailler ensemble, comme nouveaux parlementaires, ben, en tout cas, je ne l'ai pas fait à dessein, là, mais je pense que j'ai agi un peu comme accompagnant ou mentor, là, c'est peut-être un gros terme, mais en tout cas pour les aider à découvrir ce fabuleux monde de la vie parlementaire. Puis on a développé une relation de confiance, d'amitié. Moi, je fais beaucoup confiance aux gens, puis j'ai beaucoup de dossiers, santé, environnement, énergie, qui demandent énormément de temps. Fait que j'ai confié à Joël beaucoup de dossiers pour qu'il m'aide quand parfois il faudrait se diviser en 3 là, pour tout faire ce qu'on a à faire à l'Assemblée nationale. Joël a pris ça à cœur, puis il a vraiment bien livré la marchandise. Donc, on a une relation de confiance. Alors moi, je suis très, très content de voir que les deux recrues du Parti québécois ont dit c'est avec Sylvain qu'on veut continuer à travailler. Tu vois ça comme un signe de renouveau? Comme quoi le renouveau serait derrière toi? Ben oui. Puis, tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, Sylvain, on t'aime bien, mais tu représentes la vieille garde. » Ben, écoute, la vieille garde, moi, je suis élu depuis 2007. Je pense que j'ai toujours été capable de me renouveler. La preuve en est, c'est que je suis à l'avant-plan dans l'enjeu le plus actuel, qui est celui du réchauffement climatique, de la crise climatique. Et c'est moi qui ai influencé le programme du parti pour que le programme soit clairement engagé dans la lutte contre la crise climatique, et ça a même été reconnu durant la campagne électorale l'année passée par les éditorialistes, par les experts, pour dire, sur le plan de l'environnement, le programme le plus crédible, là, c'est celui du Parti québécois. Écoute, j'étais au cœur de la définition de ce programme-là. Je suis très, très content de ça. Alors, je suis capable de rallier autour de moi la relève du PQ. Hier, à l'annonce de ma candidature dans ma circonscription, j'avais plein de jeunes aussi qui sont venus de Montréal. Il y en a un même qui est venu de l'Outaouais. Des jeunes qui sont à l'université ou au cégep, en l'université, qui militent au Comité national des jeunes du Parti québécois, du CNJ, qui ont dit, ben Sylvain, nous autres, on veut t'appuyer. Moi, je trouve ça extraordinaire. Puis c'est avec eux que j'ai le goût de travailler. Justement, lors de ce lancement-là, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Tu avais le drapeau de Saguenay. Du Saguenay, qu'on dit. Oui, c'est ça, c'est de la région. Le chef du Parti québécois, c'est le chef ça va être le chef de tous les membres du parti. Pourquoi c'était important pour toi d'avoir le drapeau du Saguenay derrière toi lors de ce lancement?
Ben, écoute, c'est mon appartenance. J'ai eu l'occasion de le dire hier dans des entrevues. Là, je suis d'abord et avant tout député de Jonquière. Je suis d'abord et avant tout un gars du Saguenay. Puis le développement des régions, la décentralisation, c'est intimement lié à l'indépendance. J'en ai parlé d'ailleurs dans mon discours. Puis ça, c'est comme un élément sur lequel je tape beaucoup, moi, puis je trouve que ça n'a jamais assez ressorti, mais je continue de taper. Le Parti québécois devrait être perçu, et je pense qu'il est perçu en bonne partie, mais il faut le répéter, comme étant le parti le plus convaincu de la décentralisation dans les régions, parce que l'indépendance est un geste ultime de décentralisation. Donc, si on veut l'indépendance pour le Québec, forcément, on va être sensible, ouvert, intéressé, convaincu de donner aussi plus de pouvoir aux régions. Je ne parle pas ici de partition du territoire, là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la même logique. Si tu fais une courbe puis là, je sais que les gens ne voient pas parce que je mime avec mes mains, là, mais disons une courbe ascendante partant de la centralisation à la décentralisation ultime. La décentralisation ultime, c'est l'indépendance. Entre la centralisation ultime, qui est le fédéralisme, et le régime fédéral canadien, puis la décentralisation, qui est l'indépendance, bien là, tu as différentes variantes entre les deux, là. Puis là-dedans, il y a de la décentralisation en région, pour donner plus de pouvoir aux régions. Donc, c'est la même logique. Alors, pour moi, d'avoir le drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec moi illustre aussi cette conviction profonde que c'est pas incompatible d'être attaché à sa région et de vouloir l'indépendance du Québec. Au contraire, c'est même identitaire. Tu sais, je veux dire, moi, je suis un gars de région qui est profondément enraciné à son territoire, et c'est parce que je suis fier de ce territoire-là que je veux que le Québec devienne indépendant aussi. La question de la fierté, de l'appartenance, il faut le réhabiliter aussi, ça, dans le discours. Et pour moi, ça découle beaucoup de cette appartenance au territoire, dans les régions, avec nos habitudes. Tu sais, on fait bien des farces sur l'accent du Saguenay versus l'accent de Québec versus l'accent de Montréal, la tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, je ne veux pas tomber dans le folklore, là, mais d'ailleurs, le plus bel exemple de ça, c'est l'explosion de microbrasseries partout sur le territoire du Québec. Moi, je pense que les gens n'ont pas pris conscience de ce que ça représente, même sur le plan identitaire. Va lire ou fais une liste des noms des bières de microbrasseries. Écoute, c'est fascinant, c'est vrai. Ah oui, c'est fascinant. Puis c'est tous des jeunes qui sont derrière ça. Puis il n'y a pas plus territoire puis fierté que ça. Moi, écoute, la chasse peinte, la bout de feu, la vire capot, toutes des expressions. La rivière Blanche, beaucoup de territoires aussi. Oui, la rivière Blanche, la Picoba chez nous, qui fait référence à la rivière Picoba, la Chapelle, qui fait référence à la chapelle du lac Kenogami, ça c'est la Pibrac, qui fait référence aussi comme une baie là, au lac Kenogami, la Gédéon pour Saint-Gédéon, comme les fromageries aussi d'ailleurs, les petites fromageries. Mais cette référence au nom du territoire, à notre toponymie, c'est hyper relié à l'appartenance. Puis ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez. Donc, pour ça, le drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean hier. La fierté. En terminant, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais... Je te laisse la dernière question, carte blanche. As-tu envie de dire quelque chose aux membres du Parti québécois qui sont nombreux à écouter les engagés publics? Oui, ben j'ai confiance. J'ai confiance. Puis je pense que le Parti québécois, à l'heure actuelle, ce qu'il a besoin, c'est d'un leadership stable. C'est d'un leadership qui va livrer la marchandise. C'est d'un leadership qui va être à l'écoute. C'est d'un leadership qui va être de proximité. Donc, capacité d'aller voir les gens, de leur parler, de s'intéresser à eux, d'écouter ce qu'ils ont à dire. Et moi, c'est ça que j'ai à offrir aux membres du Parti québécois. Et surtout d'un leadership profondément convaincu qu'à ma manière, à mon style, à moi, on va être capable de faire avancer le Québec vers plus de liberté et que chacun doit faire sa part là-dedans. Donc, en gros, c'est ça. Puis j'ai le goût d'y aller. Puis j'ai livré la marchandise par le passé. Je suis crédible. Alors que ceux qui veulent me suivre
embarquent. Donc, ceux qui ont envie d'embarquer, ils font quoi? Ils t'écrivent sur Facebook, ils appellent à ton... Comment on fait pour s'engager auprès de Sylvain Gaudreault? Ben oui, c'est notre mission, valoriser l'engagement en politique particulièrement. Donc, on contacte ton équipe comment? Ben, écoute, on est déjà en train de mettre tout ça en place. Là, c'est fou. Moi, j'ai jamais fait de course au leadership. Là, fait que j'apprends en même temps que tout le monde. On invente à travers ça. Oui, là, pour l'instant, on n'a pas encore de page web de ma course parce que tu sais que la course n'est pas encore déclenchée officiellement. Il y a tout un enjeu de gestion de dépenses. En tout cas, des fois, j'en perds un peu mon latin là-dedans. Mais pour l'instant, le mieux, effectivement, c'est de m'écrire sur ma page Facebook de député. J'ai une page Facebook perso, mais il faut m'écrire sur ma page Facebook de député. Et c'est sûr qu'on va noter tout ça. Je dirais que c'est la manière la plus simple. Sinon, un courriel dans ma boîte de courriel de député ou c'est ça. Et ainsi, on va être capable de faire le suivi. Sylvain Gaudreault, merci beaucoup. C'était Denis Martel au micro. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez écouter des dizaines d'autres entrevues comme celle-ci sur nos différents canaux. Nous sommes sur SoundCloud, sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts. Nous sommes aussi sur Spotify. Nous sommes sur YouTube. Nous avons un site web engagé public, engagé avec un S, public avec un S.com. Vous pouvez visiter notre page Facebook, suivre notre compte Twitter, Instagram. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.